Merci de nous rester fidèles. Et si vous saviez comment ou combien nous avons le plaisir de toujours vous servir, et cela nous enchante et nous fait grand honneur tous les dimanches à partir de 13h. Les questions ou le questionnement qu'on posait, le bateau FNDC pourrait-il encore tenir très longtemps sans chavirer? Doit-il encore continuer ou changer de paradigme vu que les réalités ont changé? Ce sont entre autres questions qu'on se pose avec cette tollé cette semaine avec des antennes, plusieurs antennes qui demandent la démission de la coordination nationale depuis après l'arrivée à la tête de cette coordination de Omar Sylla Fonike Mengue. Et on était avec vous, Diana Diallo, sur cette question. Et est-ce que le problème d'argent doit aujourd'hui primer sur le combat réel? Le FNDC doit-il continuer là? Je pense que le problème d'argent a été évoqué d'abord au second plan, oui, puisqu'ils ont d'abord évoqué le fait de n'avoir pas été consultés. Alors, comme le confrère a dit tout à l'heure, si dans leur loi, dans leur charte, il est décrit que ce sont eux qui nomment la tête de cette façon, oui, dans la coordination, c'est que c'est alors une dictature. Il faudrait penser à délocaliser le pouvoir pour que la base aussi ait son mot à dire. Donc je pense que la première raison, c'est d'abord ils n'ont pas été consultés, que je trouve vraiment... pas normal. Non, je trouve normal en fait. Je trouve normal qu'on consulte... D'accord. Voilà. Je trouve normal qu'on consulte d'abord tout le monde, puisqu'ils ont été là durant tout le combat. Et d'ailleurs, j'ai vu que c'est pas seulement l'abbé, c'est pas parce que là, j'ai eu une information aussi, c'est même Beila, c'est même... Voilà. Donc ça veut dire que c'est pratiquement toutes les bases de toutes les régions. Donc, et après, si maintenant il y a un mouvement à côté là qui vient soutenir le nouveau boulot, ça veut dire que c'est vraiment une cacophonie. Ils veulent détruire le FNDC. On n'a vraiment pas intérêt à ce que le FNDC... À votre avis, qui veut détruire? À mon avis, ce sont les personnes qui veulent s'agripper au pouvoir. Je ne sais pas qui, je ne vais pas nommer quelqu'un. Mais comment vous pouvez accuser comme ça, alors que ce sont des antennes qui ont lutté? Qui ont lutté un bon moment. Justement, il se disait, ok, moi je pense que d'ailleurs j'impute cette responsabilité à M. Sano. Il fallait d'abord régler ce problème-ci avant de partir. C'est comme si là, il est parti, il a laissé une cacophonie derrière lui. Lui, maintenant, il va s'occuper de sa carrière politique. Sûrement qu'il va se présenter aux élections présidentielles. Il n'a jamais caché ses ambitions d'être à la tête du pays. Donc je pense qu'il fallait d'abord régler. Attention, parce qu'on était là. Non, on ne savait jamais qu'il avait une ambition. Tu ne vas pas manger ton piment dans ma bouche. On sait que voilà, il a été dit et je pense que c'est pas caché. Et je pense que le problème financier aussi doit être clarifié. Qui a financé le voyage, toute la tournée de la sous-région qui a été faite par le FNDC? Je pense que d'abord c'est le CNRD ou pas, puisque dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils sont allés, disons, sensibiliser les présidents à côté, d'après ce qu'on dit, à ce qu'ils soutiennent la transition en Guinée. Et donc, qui est-ce qui a soutenu ça? Qui est-ce qui a financé? Et eux, ils n'ont pas informé. Vous soupçonnez le CNRD d'être derrière... Encore une fois, vous n'allez pas manger le financement de la tournée de ces trois personnes? Écoutez, je ne sais pas. Ou c'est une supposition que vous faites? Dès qu'il y a eu le coup d'État, on a vu qu'ils sont partis dans la sous-région et on a compris que c'était pour qu'on soutienne, tout le monde d'ailleurs a soutenu cela, pour que les chefs d'État des pays voisins soutiennent la transition en Guinée. Donc, et l'argent qui a été collecté là, je crois qu'ils ont parlé de 40 et quelques mille dollars, oui, mais je pense bien que l'argent là est très peu par rapport à la valeur du FNDC. J'accuse personne, oui, mais je pense que... Même si Fonike Mengue a dit que c'est sous fonds propres. Sur fonds propres, c'est-à-dire les autres... C'est de leur poche qu'ils ont financé. Mais quelles activités, eux, ils faisaient à ce moment-là? C'est une question qu'on se pose. Ça donne à réfléchir, parce que lorsqu'on voit, dès leur arrivée au pouvoir, le CNRD a appelé, pendant que les forces vives de la nation étaient en train d'être reçues d'un côté, le FNDC a été appelé de façon particulière, par la présidence de la transition. Parce que je pense qu'eux, ils savent qu'il fallait à ce moment-là s'agripper à peut-être au FNDC pour plus de légitimité, puisqu'on sait qu'ils ont pratiquement fait l'unanimité ici en Guinée. Non, moi je pense rapidement pour corroborer d'ailleurs avec ce que Diane dit, elle a dit un élément que je trouve très intéressant. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Abdraman Sano, jusque-là,
coordinateur quand même du FNDC, la logique voudrait quand même qu'avant de partir, qu'il se rassure que tout est bon. Parce que quand on a démarré, tout le monde était d'accord, il y avait cette faveur autour de l'esprit FNDC. J'ai parlé des cas de mort. Et tout à l'heure, vous avez parlé encore des gens, malheureusement, qui sont blessés à vie, qui sont handicapés à vie, plutôt je voulais dire. Mais je me dis qu'il est important, effectivement, de pouvoir communiquer dans le sens de rassembler tout le monde. Parce qu'après, si aujourd'hui, ça chute comme un château de cartes, c'est comme si ceux qui sont morts là sont morts pour rien. C'est comme si ceux qui sont handicapés là. Est-ce que ça l'arrange, Maté? Est-ce que ça l'arrange ou pas aussi? Peut-être que ça l'arrange. Non, ce qui est important aujourd'hui, qu'on prenne en compte le cri de cœur, notamment de ceux qui estiment aujourd'hui ne sont pas de la base. De la base, qui ne sont pas d'accord. Parce que l'autre élément que Mbonne a rappelé et que je trouve aussi très utile, c'est le fait de dire, au lieu de passer directement au coordinateur, effectivement, Fonike Mangué, j'aurais souhaité qu'on fasse une période transitoire. Je pense qu'avec un coordinateur intérimaire, ça aurait calmé les ardeurs, on aurait pu réunir tous les éléments possibles, et puis derrière, on aurait pu passer officiellement au coordinateur de l'FNDC. Ça aurait, à mes yeux, moins crié par rapport à ça. D'accord, ça aurait moins crié par rapport à cela, oui. Et Bangali Yansane, si on doit vraiment aller dans la dynamique de maintenir la vie du FNDC, et si le combat il a été engagé avant les consultations à l'intérieur, mais le combat il a été rejoint par plusieurs coordinations. Aujourd'hui, s'il y a un changement majeur qui doit intervenir, le mieux serait de communiquer en amont avec les coordinations. Voilà la dynamique que nous souhaiterions engager désormais avec le FNDC. Maintenons le cap ainsi. Voilà le paradigme qu'on va désormais donner au FNDC. Mais tout cela n'a pas été le cas et on a estimé que c'est un petit groupe qui se retrouve là, qui réclame ou qui dit détenir la paternité, qui décide comme il veut, mais qui il veut où. Eh bien, c'est vrai, le FNDC, nous avons vu, c'est une structure qui vient de très loin. Le FNDC vient de très loin. Nous avons vu ici avec le régime Alpha Condé, le combat qui a été mené. Bien, alors, si une structure est organisée et hiérarchisée de cette façon, je pense que c'est ce que vous avez dit, c'est ce que les autres ont dit. Si un groupe se trouve dans cette situation-là, il faut faire de sorte que tous les éléments du groupe soient sur la même longueur d'onde. Il faut considérer tout le monde, il faut respecter tous les éléments du début jusqu'à la fin pour que le groupe puisse aller de l'avant. Et au début, moi, je ne voulais pas croire, je refusais de croire à ces accusations venant de ces coordinations à la base. Mais après l'abbé, parce que c'est l'abbé qui a été la toute première coordination à la base à s'exprimer par rapport à cette situation. Et après l'abbé, nous avons vu qu'il y a eu d'autres coordinations à la base également qui se sont levées. Donc il y a eu une première, une deuxième, une troisième. Je me suis dit vraiment que ça commence à être sérieux. Une personnalité ne peut pas, si une personnalité accuse de façon fortuite comme ça, mais 2, 3 jusqu'à 4, je pense que ça commence à être sérieux. Et j'ai cru maintenant que ces gens ont raison, ils ont vraiment raison de lever le ton pour pouvoir montrer à ces personnalités du FNDC qu'elles ne sont pas vraiment les seules, elles ne doivent pas diriger le Front National pour la défense de la Constitution avec une main de fer. C'est une structure qui regroupe un certain nombre de personnes qui se sont donné pour objectif de lutter en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population guinéenne. Donc si c'est cela, il faudrait vraiment que la communication domine. La communication doit dominer au sein du FNDC pour ne pas qu'il y ait des frustrations. Aujourd'hui, il y a eu des frustrations. Je pense que les Fonike Mangué, Sékou Kounduno et autres doivent faire tout leur possible afin de ramener tous les éléments à la raison. En tout cas, l'arrogance ne peut rien résoudre. Il faut voir vraiment la base, comment remettre les gens. Parce que plus on est soudé, plus on est plus craint, plus on est plus fort, plus on est apte à être écouté par les autorités. Mais s'il y a cet effritement au sein du FNDC, on se demande bien, est-ce qu'à un moment donné, un certain
politique ne manipulerait pas par endroit et ça pourrait affaiblir le FNDC. Et ce que je voulais dire, c'est pour ne pas qu'on oublie, il faut quand même dire qu'il y a des efforts en cours pour ramener tout le monde. Et il y a déjà une première rencontre vendredi que le coordinateur, je veux dire le coordinateur du FNDC a eu avec certains de ces frondeurs-là. Et il a été promis d'envoyer à l'intérieur du pays des délégations de manière à prendre en compte les réclamations qui sont prises et les traiter. Et ce n'est qu'une promesse qui est faite. Maintenant, au-delà de Mais continuons par là, on n'a pas eu la parole d'abord, avant de conclure là-bas. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour une fois, je suis d'accord. Puisqu'il va en solution directement. Non, je mène son combat. Maintenant, je termine maintenant. Ce que je veux dire, c'est que Diana a évoqué un aspect qui est assez important quand même. Aujourd'hui, ces cris au sein du FNDC interviennent à un moment où on peut se poser des questions sur la motivation de ceux-là qui sont en train de faire ces protestations. Ça vient de l'Abbé, c'est le fief. N'ayons pas peur de dire que c'est le fief de l'IFDC. Aujourd'hui, est-ce que Sano n'est pas vu comme étant un potentiel? Non, je dis Sano, je sais de ce que je parle. Sano n'est pas vu comme étant un potentiel parce que Diana lui donne même des prétentions présidentielles. Non, pas moi, pas moi. Bon, je sais, vous verrez. Et vous aussi, apparemment. Est-ce que Sano, on n'est pas vu déjà par l'UFDC comme étant un potentiel concurrent? Donc il faut qu'on appelle tuer le FNDC. Et le CNRD n'a pas caché, en tout cas si on doit croire à ce que Ibrahim nous a dit, le CNRD aurait demandé à ce qu'on mette fin à cela. Et puis, celui dont on ne parle pas, c'est Dansa Kourouma quand même qui est le premier à avoir intérêt à ce qu'aujourd'hui le FNDC n'existe plus. Donc il peut exister... De prétention en prétention. Il peut exister bien sûr des manipulations à l'intérieur, mais le FNDC devrait être fort d'abord pour faire sa propre toilette parce que ce mouvement n'est pas aussi exempt de tout reproche. Lansana Camara, vous savez, la gestion financière, c'est vrai que ce n'est pas une structure lucrative. C'est une structure volontaire de bénévolat. Les gens se sont donnés, mais il y a quand même eu des mobilisations de fonds pour soutenir les actions, parce que Diana s'est posé la question tout à l'heure, où il travaillait avant pour se faire autant de fonds et pour intervenir dans les manifestations et autres. Un regard aujourd'hui, c'est vrai, doit être porté sur les coordinations, mais les victimes aussi doivent nous interpeller. Leur situation doit interpeller aujourd'hui le FNDC, même si ça doit constituer un élément de plaidoyer auprès des nouvelles autorités afin de soutenir au moins ces victimes. Apparemment, ce qui n'a pas été le cas. Moi, je pense que dans ce mouvement, ou si vous voulez, autour de cette question, ce qui évoque plus le cas des victimes, c'est les médias et peut-être d'autres personnes, mais au sein du FNDC, de la coordination, on se demande bien si c'est une préoccupation, parce que ce n'est qu'à la réponse de certaines questions qu'on évoque le cas des victimes, ce qui est déplorable. Mais moi, je voudrais, avant de parler de cela, de revenir en arrière. Vous savez, tout à l'heure, Kerno rappelait un fait, c'est maintenant... en tout cas à ma connaissance, après tout ce combat, parce que regardez, à la prise du pouvoir, au lendemain de la prise du pouvoir, qu'est-ce qu'on a constaté? La coordination du FNDC, justement, au lieu, à mon avis, de faire un déplacement, aller vers ces coordinations, réunir ces coordinations, tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, parce qu'en attendant, ce n'est pas le FNDC qui a pris le pouvoir, mais puisque le FNDC a contribué à sa manière, à l'époque, de faire un combat d'idées, de faire un combat politique sur le terrain, un combat social, oui, le FNDC avait contribué. Mais à la prise de pouvoir, moi je pense que la première des choses à faire, c'était justement à l'époque d'aller vers ces coordinations, de tirer les leçons, de voir comment est-ce que nous allons changer la donne. Parce que quand la donne change, il faut changer de stratégie, il faut changer de structure. Tel n'a pas été le cas. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'à la prise de pouvoir le lendemain, on a sauté dans des avions pour aller remercier des présidents de la République dans des autres pays. Et moi, à l'époque, ça m'a mis en mal, et je pense que j'ai partagé l'avis avec d'autres personnes, parce qu'on s'est bien demandé, et jusqu'à présent, l'interrogation existe, est-ce que ces présidents de la République dans ces pays n'ont pas été à la base pour soutenir les mouvements de déstabilisation dans le pays? Aujourd'hui, l'interrogation existe. Si demain, il y a un président qui est élu démocratiquement,
il va bien faire un regard très minutieux entre la coopération ou même les relations diplomatiques entre la Guinée et la Guinée-Bissau et tous ceux qui ont reçu ces mouvements. Parce que tout simplement, il faut bien se demander, nous sommes dans une dynamique de géostratégie. C'est bel et bien possible que vous soyez à des centaines de kilomètres en Guinée, mais que vous soutenez des mouvements de déstabilisation. Que vous servez de base arrière pour des mouvements de déstabilisation. Voilà, ça c'est juste un constat que j'ai eu à faire et je pense que beaucoup d'analystes politiques également ont eu à le faire. Donc, je reviens dans le pays. Alors, à l'époque, c'était d'aller vers ces coordinations. Aujourd'hui, je voudrais... Pardon de vous écouter. Les remercier ou alors demander leur soutien? Ah, mais c'est ce qu'on a vu parce que Dieu seul sait dans les 4000 quand ils sont avec les présidents, ce qu'ils se sont dit. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, la question se pose sur les montants qu'ils ont retirés avec ces présidents. Mais quel a été le message? Quel a été le message? Personne ne sait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en Guinée-Bissau, on a vu... Attendez. Non, moi, j'ai pas l'assurance. Moi, j'ai pas l'assurance. Ils n'ont pas dit non. Ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non. Permettez-moi. Non, c'est difficile de croire qu'à chaque fois que quelqu'un a rencontré... Non, je termine. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont pris l'argent. À ce moment-là... Diana et Tcherno, vous allez laisser... Voilà, rapidement. Parce que, permettez, vous savez, ça m'arrive souvent quand je suscite certaines questions. D'accord. Mais Tcherno, je voudrais vous rassurer que moi, personnellement, je n'ai pas l'assurance qu'ils ont reçu l'argent. Mais je crois que les membres des différentes coordinations ont évoqué. Ils ont dit, voilà, il se peut que ces personnes, ces responsables reçoivent de l'argent avec les présidents. Moi, le problème argent ne me préoccupe pas. Oui. Ce qui me préoccupe, c'est qu'au lieu d'aller à l'époque, je ne dis pas que c'est mauvais en soi, j'aurais pu comprendre qu'au Sénégal, en Guinée-Bissau et ailleurs, que ces membres rencontrent des sociétés civiles ou les membres des autres structures de la société civile. Ça, j'allais apprécier. Mais le fait d'aller voir directement un président de la République dans son palais pour dire hier c'était le pouvoir, bon, il est tombé aujourd'hui, alors nous sommes là, etc. J'ai pas apprécié. Je dis bien que j'ai pas apprécié. Parce qu'à la place d'un chef, même aujourd'hui à la place du colonel Mamadi Doumbouya, j'aurais pu être regardant. Si jamais sur cette question je finis, si jamais demain le FNDC programme un mouvement, le colonel Mamadi Doumbouya et tous ceux qui sont autour de lui pourraient se demander est-ce qu'ils ne sont pas encore soutenus par quelqu'un d'autre de la région. Non, je dis, permettez, je passe sur la question. Voilà, c'est une question que je pose Maté. Oui. Moi, je ne sais pas, Maté n'est pas membre quand même du FNDC, Maté. Voilà, vous êtes de la presse. Alors, je reviens vers la coordination. Aujourd'hui, je pense qu'on ne doit pas minimiser, même si le jour où cette autre entité est sortie pour faire la conférence de presse, on était à la maison de la presse. C'était à l'occasion où le syndicat avait honoré les membres fondateurs. À la sortie de la salle, nous avons rencontré des jeunes qui étaient même pressés à rentrer dans la salle en disant oui, on vient parce que les gens veulent déstabiliser. Alors, mais on a compris que ça, c'est pas vraiment des gens représentatifs de la coordination de l'intérieur. C'était des jeunes, comme l'a dit quelqu'un ici, celui de Kindia, c'était des jeunes qu'on a mobilisés pour dire allez-y, dire que vous êtes contre ceci, cela. Je pense que Diana l'a dit tantôt. Si vous partez dans cette logique, vous déstabilisez. On aurait pu comprendre que les responsables du CNRD et du FNDC, au lieu de mobiliser d'autres jeunes pour aller contredire ce qui a été dit par la coordination, vous avez cité, ils sont au nombre de 122. Mais s'il vous plaît, 122 jusqu'à Lola, ça veut dire qu'ils sont jusque dans les villages les plus reculés. Oui. Est-ce que ceux qui ont fait la conférence de presse la fois dernière sont jusqu'à Lola? Rien ne nous dit la preuve. Alors, au lieu de laisser ces gens-là faire cela, moi je pense que quelqu'un nous le disait tantôt, la solution serait quoi? Serait de faire en sorte qu'on puisse aller vers ces coordinations, qu'on puisse les écouter. Oui. S'il y a des frustrations qu'on peut corriger, qu'on les corrige. Mais ne créez pas, vous savez, les partis politiques et même d'autres entités ont cette force. Dès que vous dites quelque chose qui est contraire à la voix, on crée une autre entité à côté, parallèle, pour dire, toi aussi va dire comme ça, la sinon, ce n'est pas la première fois. On a vu ici Bachir Diallo qui était sorti. À l'époque, on a d'ailleurs mis au compte d'un certain Damantin et de Brema Condé ou d'autres ministres. On dit que ce sont eux qui étaient derrière Bachir Diallo à l'époque, même s'il a démenti. Oui, Mateba. Non, moi je voudrais juste rafraîchir la mémoire de mon grand frère. Quand il dit effectivement que la bande à Koundouno sont allés à la sous-région pour tenter... Oh, je n'ai pas dit bande. Non, vous n'avez pas parlé de bande. Ça c'est moi qui parle. Mais je crois que s'il y a une déstabilisation comme il le fait savoir, comme il le fait croire, c'est que c'est l'ancien régime qui avait occasionné tout cela. Parce que personne ne peut occulter qu'Alpha Condé à l'époque avait dit qu'ailleurs, il y a eu des troisièmes mandats, même s'il y a eu des cas de mort. Donc si, à moins d'une année, ce troisième mandat, malheureusement, heureusement pour les Guinéens, a été stoppé net, ça veut dire qu'à l'époque, pour moi, le FNDC, dans ce pays, était l'une des voies les plus crédibles. Donc ceux qui sont arrivés à l'époque avaient plus besoin du FNDC
pour aller sensibiliser les uns et les autres, parce que j'étais écouté. Non, écoutez. Attendez. Sensibiliser. Une précision. Est-ce que, de ce que je lis entre les lignes, de ce que vous dites, vous êtes aussi d'accord qu'ils sont allés en mission du CNRD? Non, pas du tout. Voilà. J'ai bien dit. Je dis qu'à l'arrivée du CNRD, en tout cas parce que je suis en train de marcher, de déceler un petit peu des bisbis dans la communication de l'ensemble. Elle dit que lui, il estime que le fait finalement de se retrouver avec un certain nombre de chefs d'État dans la sous-région, qu'il n'a pas aimé ça, alors qu'en ce moment, en Guinée, le FNDC, à mes yeux, était l'une des voix les plus crédibles. Oui, mais est-ce que de là à aller remercier... Le président de la Guinée-Bissau a besoin de quoi comme sensibilisation dans le mouvement de la Guinée? Je dis, si dans l'esprit du FNDC à l'époque, je dis bien, si était notamment de séduire les gens, ce n'est pas mauvais. Mais une fois de plus... on va schématiser. Finalement, attends, une seconde. Après le coup d'État... Vous attendez. Il termine rapidement. Une fois de plus, je refuse aujourd'hui qu'on remette quand même en néant l'effort fourni quand même... Non, nul n'a mis au néant l'effort du FNDC. Non, vous permettez... Non, permettez quand même je puisse aller... Oui, terminez rapidement. Permettez quand même je puisse aller au bout de mes idées. Personne ne peut quand même nier que des Koundouno, des Ibrahim Diallo et tant d'autres ont été les premiers à être arrêtés, être jetés en prison. D'accord, ça... Ne l'oubliez pas. D'accord. Oui, rapidement. Juste rapidement, je disais qu'on va schématiser. Après le coup d'État, ils ont été reçus là-bas à la présidence, d'accord? Ils ont rencontré avec privilège, avec honneur d'ailleurs, puisque vous vous rappelez qu'ils sont revenus à l'aéroport, on les a en griffe déballé un tapis rouge jusqu'à la présidence, d'accord? Non, il y a eu un communiqué même. Oui, mais après, rien ne s'est passé après cela. Oui, ça c'était juste de la poudre aux yeux, vous savez. On se rappelle ce que Diana est en train de dire. On se rappelle que les manifestations étaient interdites. Vraiment, c'était strict encore. Mais on a vu à l'aéroport les forces spéciales qui sont là, qui étaient venues pour encadrer l'accueil. Ce qui veut dire qu'ils avaient vraiment le soutien. Un communiqué de rappel à l'ordre. Oui, ça c'était le lendemain. C'est quand les médias ont parlé. C'est quand il y a eu beaucoup de contestations. Ah, mais pourquoi eux alors? Bon, pourquoi nous on ne peut pas sortir manifester tout ça? Surtout, il y avait les gens du RPG. Je me rappelle très bien. Il y avait surtout les gens du RPG, oui. Koundouno l'avait dit clairement. Il dit que Mamadi Doumbouya a pris son téléphone et il l'a appelé. Oui, justement, voilà. Donc ils ont été là. Qui avait besoin de l'autre? C'est le CNRD qui avait besoin du FNDC pour être légitimé. Et donc je pense que pour te paraphraser, ils sont allés là-bas. Je ne pense pas que c'est pour dire merci, mais c'était avant la réunion des pays de la CEDEAO sur le cas de la Guinée et du Mali pour avoir le soutien de certains présidents pour peut-être alléger les sanctions. Comment on appelle les sanctions envers la Guinée. Mais pas merci. La rencontre à laquelle vous faites allusion, beaucoup pensaient qu'on leur avait déroulé le tapis rouge, sauf que ce qu'ils ont dit par la suite, on se rend compte que c'était chaud à l'intérieur parce que c'est en ce moment qu'on leur aurait demandé de dissoudre le FNDC. Ça, c'est une parenthèse. Une parenthèse. Non, ils ont dit qu'ils ont aussi le temps pour dire non. Ibrahim Diallo l'a dit dans ce studio. J'ai suivi Ibrahim Diallo dans ce studio. Et puis, autre chose avant d'aller sur leur tournée, quand Lansana disait tout à l'heure qu'ils n'ont pas accordé de l'importance à la question des victimes, moi, je pense que c'est pas... C'est pas moi ma conception. D'accord. J'ai suivi, ils sont en train de poursuivre un dossier concernant les victimes. Vous avez vu, le procès FNDC contre Fabou a commencé cette semaine. Oui, vous comprenez? Oui, ça c'est pour les têtes. Il y a aussi un dossier qui a été transféré. Il y a les avocats français. Non, il y a d'autres dossiers. Non, il y a deux dossiers qui sont pendant devant la cour d'appel. Il y a un qui concerne Fabou uniquement. Et il y a l'autre qui concerne Fabou et Simakam. Mais tous sont des faits qui sont reprochés à ces deux-là, des faits dont au préjudice dont les victimes seraient Ibrahim Diallo. D'accord. On va poursuivre l'émission avec concernant leur tournée au niveau des chefs d'État aussi,
contrairement à ce qui a été dit en conférence de presse, quand ils ont fait le compte-rendu, ils disent qu'ils étaient partis leur demander d'accompagner la transition en Guinée. On a eu d'autres versions. Dans ce même studio, Ibrahima Diallo a dit c'est à la suite des menaces qu'ils ont reçues de la part des nouvelles autorités qu'ils étaient partis s'entourer d'une ceinture de sécurité. Vous comprenez? D'accord, oui. En train de Mateba n'a qu'à comprendre aussi qu'il y a les non-dits, parce qu'il voulait coûte que coûte défendre la sensibilisation. On va progresser sur... Bon, on espère que la médiation va marcher. Tu étais là-dessus tout à l'heure. Oui, permettez. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand même, quand le FNDC est venu, ils avaient besoin, peut-être, ils avaient besoin quand même de tout le monde. Le CNRD, je veux dire. On a quand même fait de la population guinéenne une sorte de bouclier. Vous vous souvenez quand le ministre de la Défense disait, comment il s'appelle, le général Idi Amin, quand il disait à la délégation de la CEDEAO à un moment, vous avez quitté l'aéroport jusqu'ici, mais vous avez vu l'engouement de la population. À un moment, on a même instrumentalisé des jeunes qui étaient sortis pour accueillir, mais de façon désagréable, la délégation de la CEDEAO. Ils se sont quand même servis de la population guinéenne comme bouclier face à la CEDEAO. Maintenant, le FNDC était quand même un élément sur lequel, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, sur lequel il pouvait s'appuyer pour sensibiliser les chefs d'État et les amener à assouplir. Maintenant, là où je trouve que le FNDC a été quand même naïf, a été très naïf, c'est ce que je disais tout à l'heure, je dis ils auraient dû apaiser leurs ambitions et rester une sentinelle, parce que j'ai eu comme l'impression que le FNDC courait vers des postes quand ils sont allés devenir le porte-parole de la junte à l'international, et que vous avez vu, même ils ont même enlevé le nom du colonel Doumbouya et de Bala Samoura sur la liste. C'était démagogique. C'était démagogique. Et au-delà de ça, sinon ce n'est pas que le FNDC, on a vu aussi Cellou faire le tour pour aller sensibiliser les chefs et de la communauté guinéenne et tout ça, et pour le CNRD et tout ça. Mais il fallait quand même garder la sérénité, c'est ce qu'ils n'ont pas eu, et aujourd'hui vivent les conséquences, parce que sous peu ils seront face au CNRD. On comprend là que le clash n'est pas évident. On poursuit l'émission avec d'autres sujets, et juste derrière ça. Merci de nous rester toujours fidèles. C'est au fil de la semaine, l'émission vous permet de mieux comprendre entre les lignes de l'actualité qui a marqué la semaine qui s'achève, bien sûr, avec les professionnels de l'information, des journalistes venus d'autres médias pour vous aider à mieux comprendre l'actualité. Je disais, 6 mois pour la junte, environ 100 jours depuis que le gouvernement Mohamed Béavogui est en place, 100 jours que le gouvernement de la transition déroule ses activités conformément à la feuille de route qui porte sur 5 axes: la rectification institutionnelle, le cadre macroéconomique et financier, le cadre légal et la gouvernance, l'action sociale, l'emploi et l'employabilité, les infrastructures et l'assainissement, formation du Conseil national de transition, rédaction de la nouvelle constitution, mise en place de l'organe de gestion des élections, établissement du fichier électoral, organisation du référendum constitutionnel sont entre autres les étapes de la feuille de route pour assurer la transition en Guinée. Un peu plus de 3 mois après, quelle est la visibilité aujourd'hui qu'on peut avoir de l'action gouvernementale? C'est entre autres questions que nous nous posons, et il ne veut pas que je commence cette fois par lui, et je vois ce regard de Renard. Oui, j'avais mélangé un peu les dossiers concernant Fabou Lamena. La lettre à laquelle je faisais allusion, c'est celle du 21 janvier 2022, écrite par des avocats du FNDC du côté de la France. On dit dénonciation des crimes et exactions commis sous le régime d'Alpha Condé, adressé au procureur général près la cour d'appel de Conakry. Donc c'est pour dire un peu que la question des victimes n'est pas négligée. Est bien prise en compte. D'accord, oui, je reste avec vous, Pendessa. Je disais tout à l'heure, plus de 100 jours après, le gouvernement Mohamed Béavogui est en place. On sait que la feuille de route après la retraite commando du côté
côté de l'intérieur du pays. On nous a sorti cette feuille de route qui prend pratiquement en compte l'essentiel des préoccupations, même sous un mandat normal. Mais aujourd'hui, quand on prend par exemple la rectification institutionnelle, le cadre macroéconomique et financier, le cadre légal et la gouvernance, l'action sociale, l'emploi et l'employabilité, les infrastructures et l'assainissement, rien qu'à prendre cela, parce qu'on sait que le CNT est déjà en place, les travaux vont commencer de ce côté, mais c'est quelques éléments. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir sur le terrain comme bilan, comme réalisation ou début de réalisation, notamment de la rectification institutionnelle dans notre pays? Il n'y a pas grand-chose d'abord, hein, à part des voyages dans les camps militaires qu'on a connus ici. Et puis voilà, peut-être la création de la CRIEF, on peut mettre ça au compte de la rectification institutionnelle. Bon, ça c'est... Est-ce que ça a été réellement rectifié? On va voir. Maintenant, là où on pouvait mesurer cette promesse de rectification institutionnelle, c'était au niveau du CNT. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'erreurs institutionnelles à ce niveau, donc rien n'a été rectifié. La première institution pratiquement mise en place par les nouvelles autorités devait refléter réellement les différentes composantes de la nation, mais très malheureusement, on sait comment est-ce que le CNT a été composé. C'est d'ailleurs un premier faux pas à ce niveau. Le reste, comme beaucoup le disent, pas tellement de visibilité. Moi, en tout cas, j'ai du mal à faire le bilan pour le moment. Je ne me rappelle pas de ce qui a été réalisé comme chantier. Quand on dit chantier, pas construction de maisons ou je ne sais pas d'infrastructures, mais en termes des réformes qu'on veut apporter justement pendant cette transition. D'accord, vous ne trouvez pas de lisibilité dans ce qui est aujourd'hui en cours de réalisation. Oui, Lansana Camara, on sait quand même que ce gouvernement Mohamed Beavogui dit travailler d'arrache-pied pour redonner à la Guinée une image de gouvernance vertueuse qui permette de sortir la population de sa souffrance. Mais de l'autre côté, on a vu, si on a coupé un peu sur le prix du carburant d'un côté, le prix du pain a été revu à la hausse. Le marché, le panier de la ménagère reste encore un goulot d'étranglement qui asphyxie, il faut le dire, les ménages. Qu'est-ce qu'on peut concrètement aujourd'hui avoir en matière comme réformes qui permettent d'alléger la souffrance quand même de la population? Bien, je voudrais d'abord vous remercier et préciser que c'est maintenant que je me retrouve dans votre introduction, parce qu'au début, vous avez commencé à parler de macroéconomie, des réformes institutionnelles. En fait, je suis d'accord. Je ne suis pas contre ça, mais je voudrais vous dire que en tant que facilitateur et nous, en tant qu'analystes, je pense que allons-y à la base, allons-y sur le terrain. Aujourd'hui, qu'on parle, et mon collègue Pénissa vient de le dire, qu'on parle des infrastructures, c'est très bien, parce qu'on savait qu'il y avait des projets routiers, etc. Qu'on parle de récupération, tout cela, tout cela, c'est bien. Je pense que pour se faire entendre mieux, et je l'apprends d'un professeur d'économie, que l'économie d'un pays, c'est d'abord dans le ménage. Alors, si les ménages sont déstabilisés, je pense que c'est très difficile de parler de l'économie au plus haut niveau. Et je pense que dans notre pays, on l'a vécu très tôt, où l'économie des ménages est complètement écrasée, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de recette, et vous voulez construire, n'est-ce pas, une forte économie sur la base de ça. C'est pour cela, d'ailleurs, tout le temps, on apprenait que notre pays a fait des avancées, nous avons un PIB élevé, alors qu'à la base, on sait que tout manque. Moi, aujourd'hui, la première question, d'ailleurs, que je voudrais me poser, c'est de savoir, au niveau des services sociaux de base, ce qui m'importe pour faire le bilan des 100 jours ou des 200 jours, c'est d'abord ces services des sociaux de base comme indicateur. Où en sommes-nous avec cela? Vous avez rappelé un pan, c'est par exemple le prix des carburants. Aujourd'hui, le transport est cher. Aujourd'hui, Dieu seul sait encore que les factures sont élevées au niveau des structures sanitaires. Il y a l'hôpital Donka qui, heureusement, est à la fin justement de la rénovation. Aujourd'hui, les populations viennent venir à ce niveau-là parce qu'il se trouve que les structures privées ont presque pris le devant sur les structures étatiques. Or, c'est au niveau des structures étatiques où les populations pauvres qui n'ont pas assez de revenus élevés peuvent aller se faire consulter par les médecins. Aujourd'hui, tout cela n'existe pas. Dieu seul sait, quand vous prenez le secteur de l'éducation, la plupart des enfants sont dans les écoles privées et chaque année,
il y a une augmentation de plus de 40-50% dans ces écoles privées-là. Donc, quand nous partons sur cette base, moi je pense qu'il y a beaucoup de manques, il y a encore des manques à gagner à ce niveau-là. Et je pense que l'entourage ou tous ceux qui sont vraiment avec le colonel doivent encore une fois attirer son attention à cela pour voir toutes ces réformes annoncées, tous ces efforts entrepris au plus haut niveau, est-ce que ça reflète les réalités à la base? Je pense que tel n'est pas encore le cas. Jusqu'à présent, notre économie repose sur le secteur informel et ce secteur n'est pas supporté. Et aujourd'hui, les conséquences, c'est qu'il y a que, comme le dit quelqu'un, on a trop tiré sur la queue du diable et je pense qu'elle risque de... Elle est coupée. Voilà, où elle risque de se couper. Oui, Thierno Amadou Camara, sur cette question. Qu'est-ce que vous pensez être aujourd'hui comme bilan, en tout cas de 100 jours, conformément à la feuille de route qui nous a été présentée, qui a été saluée par le président de la transition? Non, je pense que pour commencer, il faut d'abord qu'on fasse la différence entre le CNRD et le gouvernement. Parce que sinon, on risque parfois de prendre des acquis du CNRD en tant qu'organe suprême et attribuer au gouvernement, dont le responsable est Mohamed Beyavogui. Le responsable officiel est Mohamed Beyavogui. Ouais, c'est le premier des ministres parce qu'on l'a entendu. Il y a un responsable officiel. Parce que lui, non, on l'a entendu le premier ministre dire qu'il va là où le CNRD lui dit d'aller. Et c'était quand même très catastrophique de sa part. Je vais dire, sur le plan politique, pour le gouvernement, en tout cas, le Premier ministre est censé être le garant du dialogue politique et social. En tout cas, de ce qu'on a hérité des anciennes constitutions. Et même de la charte, là. Et même de la charte. Bon, enfin, il est le responsable du dialogue politique et social. 3 mois après, 100 jours après, il a du mal, Mohamed Beyavogui a du mal à mettre en place ce dialogue-là entre le gouvernement. Il n'y a aucune passerelle entre le gouvernement et la classe politique pour discuter, si ce n'est pas des rencontres de gamins que le ministre de l'administration du territoire organise. Ousmane Gawal dit que ceux qui réclament le dialogue sont incapables de dialoguer entre eux. Vous savez, non, attention, vous savez, quand on est au sérieux, je pense que, vous savez, au début, Gawal avait commencé, moi, à me surprendre positivement parce que, vous le savez, je disais ici que je ne m'attendais pas à ce qu'il porte mieux la communication gouvernementale. Mais à un moment, il m'a surpris. Mais je pense que ce sont des paroles d'enfant, ça. Le gouvernement est chargé de le faire à travers le Premier ministre. Donc, sur le plan politique et social aujourd'hui, mais c'est catastrophique. On n'a pas compris comment ce CNRD qui a été salué le 5 septembre, en si peu de temps, mais moins de 3 mois, que ce CNRD se retrouve aujourd'hui à un niveau d'impopularité à ce niveau-là, je pense que ça a été un gaspillage, un gâchis, parce qu'ils n'ont pas su quand même maintenir qu'on appelle cette relation-là entre les militaires et les civils, et ça a été bousillé par des actions impopulaires, notamment la renomination de l'aéroport. Bon, j'en parlerai tout à l'heure, Diana, mais ce que je suis en train de dire, c'est que sur le plan politique et social, le gouvernement, pas le CNRD, parce que quand il y a eu le coup d'État, on a passé quand même plus de mois avant que les dossiers soient transmis à des ministères. On avait mis en place des commissions qui travaillaient là. Il y avait ce grand bazar dans les villas 10, 20, 30, 40 là-bas, au palais des Nations et tout ça. Après, un gouvernement a été mis en place et les dossiers ont été ramenés au niveau des ministères, au niveau de la primature. Et 100 jours après, on a du mal à avoir un dialogue politique et social entre le Premier ministre, entre le gouvernement et les acteurs politiques et les acteurs sociaux. Ça, c'est d'abord un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que je parlerai là d'économie. Le Premier ministre, on l'a entendu dire qu'il n'y avait rien dans les caisses. Il n'y avait rien dans les caisses, mais la situation... Ça fait rigoler. Hein? Oui, ça fait rigoler, mais c'est que la situation économique, aujourd'hui, elle est aussi assez compliquée. Parce que quelqu'un parlait tout à l'heure du panier de la ménagère. Aujourd'hui, la vie est devenue très cher. Et les cris commencent à sortir. Les gens commencent à se plaindre parce qu'à un moment, on était gagné par l'euphorie de la chute d'Alpha Condé, qu'on avait oublié que même au temps d'Alpha Condé, on était déjà en difficulté. Ouais. Vous vous souviendrez de ce discours de Kassori qui avait dit les mois à venir vont être difficiles. Et Alpha avait même dit qu'il fallait serrer la ceinture. Il avait même dit à ses ministres d'avoir le courage d'expliquer aux populations que les mois à venir allaient être très difficiles. Donc aujourd'hui, la situation est encore plus difficile pour la population parce que l'économie est à l'arrêt. Je vous dis par exemple, je donne juste un exemple par rapport aux partenaires. La Banque mondiale en juin en 2019,
Bien sûr, 2021, son portefeuille était de 29 programmes et projets en Guinée. 29 programmes et projets qui sont financés par la Banque mondiale pour une enveloppe de plus de 1 milliard de dollars. Mais tout ça est à l'arrêt. Oui. Est à l'arrêt complètement. Et peut-être qu'ils font des levées des mains sur juste des petits trucs de salaire qui se décaissent, mais tout est à l'arrêt. Presque le Sadiba du CNRD l'avait dit lui-même, il avait reconnu qu'aujourd'hui, nous ne recevons pas de Finex. Bon, après, on nous dit que la BID veut financer ceci. Après, le FMI nous accorde quand même des droits de tirage de 150 millions de dollars et tout ça. Mais ce qui reste clair de façon, quand on quitte cette macroéconomie-là, oui, au niveau des citoyens, les choses sont chères et on n'a pas de perspective en réalité. On n'a pas de perspective et il y a des sanctions qui nous guettent de la CEDEAO parce qu'en réalité, c'est que le Mali vit aujourd'hui et rien en ce moment ne nous dit que nous ne serons pas la prochaine cible de la CEDEAO par rapport à l'embargo et tout ceci. Maintenant, après, il y a eu quand même des actions ça et là, mais qui ne sont pas des actions du gouvernement, je disais. Et la libération des détenus politiques, la grâce qui a été accordée à des détenus, et la liberté qu'il y a eu pour certains exilés politiques qui sont revenus et qui ont même occupé des postes, la rebaptisation de l'aéroport qui est quand même, que moi je perçois quand même comme étant une sorte de réhabilitation quand même, aussi de Sékou Touré, de sa famille, de ceux qui reconnaissent à lui, qui n'ont pas eu pendant toutes ces années-là la possibilité d'avoir un discours audible. Toutes les fois qu'on a entendu parler de Sékou Touré, on n'a entendu que de ceux-là qui parlent du mauvais de lui. Et il y a eu ce acte-là, il y a eu la maison et les trucs de Bellevue qui ont été restitués, qui sont des actions quand même qui non seulement ont été des actions salvatrices qui ont été d'apaiser des gens qui étaient frustrés, mais qui malheureusement ont été prises dans des conditions très malencontreuses et ça a provoqué l'effet inverse. Mais tout ceci n'est que le bilan du FNDC. Bilan du gouvernement en tant que tel, comme il l'a dit. Du CNRD. Oui, du CNRD, je veux dire. Bilan du gouvernement, c'est quand même très difficile aujourd'hui d'applaudir les 100 jours du gouvernement Mohamed Biavogui. On a à un niveau économique assez compliqué et il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas de perspective. Tout cela entretenu par un flou autour de la transition. Est-ce qu'elle va durer ou pas? Des discours. Tantôt, c'est le Premier ministre qui tient des discours qui ne rassurent pas parce que ceux qui viennent investir, il n'y a même pas d'engouement. Qui va venir investir dans ces conditions-là? On est sous sanction là. Non seulement qu'on n'est pas sous sanction, on connaît sous sanction Daouda Mohamed, il y a le fait qu'on a besoin de rassurer les investisseurs. Il y en a quand même qui viennent, même pendant la transition au temps de Dadis, il y en a qui étaient venus, tout ça. Il y en a qui peuvent venir, mais ça dépend du discours du gouvernement et des perspectives qui sont annoncées. Ça peut rassurer pour que les investisseurs... Moi, je suis pratiquement d'accord avec tout ce que vous avez dit là, mais je m'attarde beaucoup plus sur le panier de la ménagère. Vous savez, quand le Premier ministre a dit ça dans sa grande interview, qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses d'État, il avait été démenti par, je crois, Makanera. Et aussi il a même été démenti par la réalité qu'on connaît. Bon, après, quand même. Vous savez, il y avait combien dans les caisses? On sait qu'il y en avait. Eux, ils n'ont pas déclaré. Il y avait combien? Ils n'avaient pas déclaré. Et ils doivent d'ailleurs. Justement, ils n'avaient pas déclaré. Donc, après, ils nous ont... Makanera avait dit que tout ce qui est en train de se faire en ce moment aujourd'hui, ce sont les projets du président Alpha Condé. C'est ceux qui sont en train de continuer là aujourd'hui. Donc, malheureusement, on n'a pas d'impact. Vous savez, d'impact sur... Quand tu parles de tout ce qui a été fait par le CNRD, il n'y a pas d'impact réel au niveau de la population de base. Il n'y a pas eu de baisse des prix. Il y a même une image de 3 gombo qui coûtent, je crois, à Matoto à 4 000 francs. La tomate, un sac de gombo à 1 700 francs. C'est très difficile, vous savez. C'est très difficile. Donc, on aimerait qu'il y ait plus d'ouverture. Et le truc, c'est quoi? C'est que tant que nous sommes un pays très pauvre et qui vraiment... le PIB... Non, très pauvre. Très pauvre. Non, je ne parle pas du sous-sol. Hein. On est quand même très pauvre puisque nous dépendons quand même des aides extérieures. Le PIB est là, est financé par beaucoup d'aides, y compris les Guinéens de l'étranger. Donc, je pense que... il devrait y avoir un impact. Et pour cela, pour qu'il y ait une certaine ouverture, pour qu'on continue de le financer, il faudrait qu'ils nous déroulent leur chronogramme. Il faudrait rapidement rendre le pouvoir aux civils. C'est ça l'important. Oui, Mateba. Non, écoutez, je pense qu'il faut qu'on refuse effectivement de tourner en rond
se regarder en face et se dire les quatre vérités. C'est-à-dire que au moins il y a eu un gouvernement qui a été meublé par plus de civils que militaires déjà en retraite, à la retraite. Oui. Mais je pense que la mise en place de ce gouvernement en place, c'est une façon pour les nouveaux patrons ou les nouveaux maîtres du pays de lancer de la poudre aux yeux des Guinéens. Ah bon? Oui, justement, posez-vous la question. Posez-vous la question de savoir quels sont les marges de manœuvre du gouvernement dirigé par Mohamed Bavogui. Quelqu'un le disait tout à l'heure, qu'il a laissé entendre qu'il va là où effectivement le CNRD le demande d'aller. Donc à partir de là, ça veut dire aujourd'hui que nous avons une coquille vide, effectivement, qui se retrouve dans ce gouvernement-là avec autant de projets. Mais malheureusement, derrière, ils n'ont pas les mots de leur politique. Et il a aussi dit qu'il ne connaissait pas la Guinée. Il a aussi dit cela. Attendez, j'en viens. Comment voulez-vous aujourd'hui accepter d'être non, comment voulez-vous Il ne connaissait pas les réalités, apparemment. Il ne devait pas être à ce poste alors. Non, je crois qu'aujourd'hui. Il ne connaît pas les Guinéens. Mohamed Bavogui ne devait pas être à ce poste. Il n'y a pas que lui qui a dit ça auparavant, mais je pense que. Je crois qu'aujourd'hui. Et le président Doumbouya aussi. Il n'a pas dit qu'il ne connaît pas la Guinée. Non, il n'a pas dit ça. Aujourd'hui, comment voulez-vous effectivement réaliser autant de projets, autant d'ambitions et que vous n'avez pas les mots de votre politique? Parce que souvenez-vous, sur la question de la transition, il y a quand même une délégation pilotée par Mohamed Bavogui, je pense à Abuja. Après, il y a eu une démentie. Et je pense que... Un démenti officiel. Voilà, je pense que ce coup-là a prouvé qu'à l'interne, c'est un faux mariage. Est-ce que le gouvernement... vous voulez dire que ce démenti a dégonflé le Premier ministre? Non, ça a dégonflé le Premier ministre. Il veut expliquer que le Premier ministre n'est pas libre de ses actions. Justement, ça a dégonflé le Premier ministre. Quand on n'est pas libre, on jette l'éponge. Il n'y a pas à négocier. Mais on ne jette pas l'éponge juste comme ça. Ça, c'est un autre aspect. C'est-à-dire que ça a dégonflé le Premier ministre, ça a dégonflé son gouvernement. Aujourd'hui, parce que l'on est en train de passer, si vous le voulez, à côté de la plaque. Tout le monde sait que quand on parle de transition, personne ne peut vous dire que dans une transition qu'on peut parler de développement. Parce qu'il y a des éléments fondamentaux dans une transition. C'est d'abord les affaires courantes, au même moment, l'effort pour le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que s'il y a un coup d'État, c'est parce que tout simplement l'ordre constitutionnel a été biaisé. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on monte un gouvernement, qu'on demande à ce gouvernement d'assainir la ville, de faire ceci, de faire cela, alors que c'est des gens qui n'ont pas le crédit officiel de la population. On me dit qu'on n'a plus que... Non, je disais que j'ai eu ouï dire qu'il paraît qu'ils vont augmenter le prix de l'essence à la pompe. Non, je pense que... J'ai ouï dire. Et vous me donnerez raison. On attend de voir. Il paraît. Donc on le fera bientôt. Il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Bien, je demanderai à ma consoeur Diana de calmer. J'espère que ce ne sera pas le cas parce que ça va vous allez permettre à Bangali Yansale de... C'est parce que quelque part... En tout cas, il ne faut pas augmenter le prix de l'essence. Non, mais c'est parce que Mohamed, vous lui avez dit quelque part qu'elle est en train de dormir. Elle se réveille. D'accord. Oui. Et par rapport au bilan des 100 jours du gouvernement dirigé par Mohamed Bavogui, on ne pourrait pas parler de ces 100 jours-là sans évoquer un peu les circonstances dans lesquelles le CNRD a pris le pouvoir. Et nous savons que nous sommes dans un pays, elle a dit tout à l'heure, dans un pays pauvre, moi je refuse de dire très pauvre. Eh bien, alors si le pays est pauvre, le gouvernement qui vient, ou bien l'homme qui décide de prendre la destinée, qui décide de renverser le gouvernement qui est là, parce que ce gouvernement a trop fait souffrir la population, ce gouvernement, ça veut dire que cet homme-là, cette personnalité-là, elle est déjà avertie par rapport à ces réalités-là. Et je sais que pour parler d'une véritable démocratie dans un pays, il faut parler d'une économie forte, une économie puissante. Et on sait que le panier de la ménagère, les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure, en Guinée, n'est pas tout à fait comme ça. Les femmes pleurent dans les foyers, les responsables des familles pleurent dans les foyers. Au marché, quand vous allez là-bas, vous allez trouver vraiment que la situation n'est pas réluisante. Et il nous a montré tout à l'heure, le Sénat Camara, une image de 3 gombos qui se négocient, je ne sais pas à combien, à 4 000 francs guinéens. Et d'ailleurs, le sac va jusqu'à 1 million, entre 1 700 000 et 1 800 000 francs. Ouais. Donc, alors que Mamadi Doumbouya avait dit ouvertement qu'il est venu pour essayer de changer la donne, de rectifier le tir.
Eh bien, est-ce qu'il peut le faire en transition? Bien, c'est pourquoi il faut comprendre que le gouvernement de transition, un gouvernement de transition n'est pas un gouvernement de développement. Il faut éviter de trop parler, il faut éviter de trop promettre, sinon la population finira par se retourner contre ce gouvernement-là. Alors moi, je pense que les 100 jours de Mohamed Biavogui et son équipe, c'est un bilan qui n'est pas réluisant, c'est un bilan qui n'est pas vraiment totalement satisfaisant. Il reste encore beaucoup à faire pour ce gouvernement de transition, même si le gouvernement de transition n'est pas un gouvernement de développement. Mais quand même, il y a des actes qu'on doit saluer. C'est par exemple la récupération des domaines publics. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. C'est pas fini. On reviendra dimanche prochain pour compléter le décryptage sur cette question, puisque nous sommes encore dans l'effervescence des 100 jours. On parlera également le dimanche prochain du RPG Arc-en-Ciel. Le parti est-il en train de se mourir de sa belle mort, vu qu'après Alpha Condé, on ne sait plus qui tient effectivement l'arène du parti pour le retour, en tout cas pour les échéances prochaines à venir, et d'ailleurs pour le débat politique, le débat national. On en parlera, mais aussi le déguerpissement, quelle place au réaménagement de ces endroits. On revient dimanche prochain. Merci à vous, Mateba, d'être passé. Au fil de la semaine, comme chaque semaine. Oui. Merci à vous. Merci. Merci à monsieur le secrétaire général du syndicat. Hein. Camarade, salut. Salut, Nansana Kamara, merci. Merci. Bangali Ansane, merci. Merci à vous, Mohamed. Merci à Tcherno Amadou Kamara. Merci. Merci à Diana Diallo. Merci. J'espère qu'on se retrouvera à tous encore dimanche prochain. Une pensée à nous, Baldé, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais vu qu'un de ses employés a perdu sa femme, c'est Mamadou Alpha, à qui d'ailleurs nous présentons toutes nos condoléances. Merci à vous, téléspectateurs et auditeurs, de nous avoir regardés et écoutés. On se retrouve dimanche prochain. À toute la technique, Gadiri, Mafata Sano, Lamine Sidibé, Baga, Fote Souma, je vais dire. Merci à tous et au revoir.